va s'intéresser aujourd'hui à quelque chose de fondamental, mais qu'on ne voit jamais. Les normes de qualité. C'est tout ce système invisible qui régit la fabrication aérospatiale. Et c'est grâce à ces règles que chaque vol, que ce soit pour traverser l'Atlantique ou pour aller vers les étoiles, est pensé pour être le plus sûr possible. Alors posons-nous une question toute simple en apparence. Dans n'importe quelle industrie, une pièce défectueuse, bon, ça peut causer des retards, des coûts en plus, ça peut ternir une réputation, mais dans le secteur qui nous intéresse, l'aérospatial, là, c'est une toute autre histoire. Eh bien, la réponse, elle est brutale. Parce que dans l'aérospatial, une seule petite défaillance, un simple joint torique défectueux, on pense tout de suite à la navette Challenger, ça peut tout simplement mener à la catastrophe. Les enjeux sont immenses, vraiment. C'est pour ça qu'un contrôle qualité ultra rigoureux, ce n'est pas juste une bonne pratique. Non, c'est une nécessité absolue. Ok, mais alors par où on commence pour construire un système pareil ? Eh bien, comme pour toute construction, tout part d'une fondation solide. Et dans le monde de la fabrication, cette fondation, elle porte un nom, ISO 9001. Alors, ISO 9001, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, il faut voir ça comme le langage commun de la qualité. C'est une norme qui n'est pas spécifique à l'aérospatiale, pas du tout. Elle s'applique à n'importe quelle industrie. L'idée de base, elle est assez simple. On met en place des processus clairs, des processus qu'on peut répéter, et comme ça, on garantit que les produits ou les services sont toujours conformes à ce que le client attend. Cette norme, elle repose sur quelques grands principes. D'abord, une obsession pour le client. C'est le point de départ de tout. Ensuite, l'implication de la direction. Il faut que les dirigeants soient vraiment engagés, pas juste pour la forme. Puis, il y a ce qu'on appelle l'approche processus. On voit le travail comme une série d'étapes connectées. Et enfin, le plus important peut-être, l'amélioration continue. L'idée qu'on peut toujours faire mieux. Et ce point-là, l'amélioration continue, il est vraiment central. Ce n'est pas un but qu'on atteint un jour. Non, c'est un cycle, une boucle sans fin. On identifie un truc à améliorer, on mesure, on analyse et on met en place des actions pour progresser. C'est vraiment ça, le moteur de tout bon système de qualité. Mais attention, l'ISO 9001, ce n'est que le socle. Pour un secteur comme l'aérospatial, où la marge d'erreur elle est de zéro, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est là que l'industrie a commencé à construire par-dessus cette fondation. Et cette couche supplémentaire, c'est la norme AS 9100. Le principe est simple, on prend toute la base de l'ISO 9001 et on vient greffer dessus des exigences beaucoup plus strictes, qui sont pensées spécifiquement pour les risques et la complexité du monde de l'aviation, de l'espace et de la défense. Il y a une analogie dans nos sources que je trouve vraiment parfaite pour comprendre la différence. C'est celle-ci. Si l'ISO 9001, c'est comme apprendre le code de la route, l'AS 9100, c'est la licence de pilote de ligne. C'est exactement ça. L'ISO 9001, ce sont les règles de base pour tout le monde. L'AS 9100, c'est le niveau expert, pour ceux qui opèrent dans des conditions extrêmes. Les fondamentaux sont là, mais le niveau d'exigence et de responsabilité est démultiplié. Donc, on le voit bien, l'AS 90100 ne vient pas remplacer l'ISO 9001, c'est vraiment une évolution. C'est le groupe international de qualité aérospatiale qui rassemble en fait tous les grands acteurs du secteur. Eh bien, ce groupe a pris ce qui se faisait de mieux avec l'ISO 9001 et l'a musclé pour l'adapter aux besoins critiques de l'industrie. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on ajoute ? D'abord, une gestion des risques beaucoup plus proactive. Le but, c'est d'anticiper les problèmes bien avant qu'ils n'arrivent. Ensuite, une gestion de configuration ultra stricte pour avoir une traçabilité totale. On doit savoir d'où vient chaque vis, chaque boulon. Le contrôle des fournisseurs est aussi beaucoup plus poussé, parce qu'on le sait, une chaîne logistique est aussi solide que son maillon le plus faible. Et enfin, il y a un truc qui s'appelle l'inspection du premier article. En gros, on vérifie que la toute première pièce sortie de la ligne de production est absolument parfaite avant de lancer la fabrication en série. Et la spécialisation, elle va encore plus loin. Il faut penser qu'un avion moderne, c'est des millions de lignes de code, des circuits électroniques partout qui prennent des décisions critiques à chaque seconde. Du coup, il a fallu des normes encore plus spécifiques. Pour le logiciel, c'est la DO 118C. Pour le matériel électronique, la DO 254. Ce sont vraiment les deux faces d'une même pièce, indispensables pour la sécurité. Et puis, il y a NADCAP. Alors là, on s'attaque à un problème très particulier, les processus spéciaux. Qu'est-ce que c'est ? Pensez à une soudure, un traitement thermique qui change les propriétés du métal. Comment on vérifie la qualité de ça une fois que c'est fait ? C'est souvent impossible. NADCAP ne vérifie donc pas le produit final, mais le processus de fabrication lui-même. Si le processus est certifié parfait, alors on peut avoir confiance dans le résultat. Toutes ces normes, tous ces processus, tout ça a été mis en place pour une bonne raison. Mais même le système le plus blindé du monde est opéré par des êtres humains.
Et c'est là qu'on doit revenir aux conséquences très concrètes de ce qui arrive quand ces systèmes, ou les gens qui les pilotent, échouent. L'histoire de la navette Challenger, sa chronologie fait froid dans le dos. On voit très clairement comment la pression de la direction, la pression des délais, peuvent tout simplement balayer les procédures de sécurité. Les ingénieurs avaient alerté du danger. Ils avaient raison, mais leur voix n'a pas été entendue. Et la conclusion de la commission d'enquête est sans appel. La direction a ignoré les avertissements pour satisfaire un client majeur. La décision n'était pas technique, elle était commerciale. C'est l'exemple parfait et tragique de ce que des normes comme l'AS 9100, qui insistent tant sur la responsabilité du management, essayent justement d'éviter. Et plus près de nous, les accidents du Boeing 737 MAX ont montré une autre forme de défaillance systémique, des erreurs de conception technique, un vrai manque de transparence de la part du constructeur et une surveillance réglementaire qui n'a pas joué son rôle. L'histoire, malheureusement, a cette fâcheuse tendance à bégayer. Toutes ces leçons, tirées de drames, sont plus importantes que jamais aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère de la fabrication, surtout dans le spatial. Une ère avec de nouveaux acteurs et de nouvelles façons de faire. Le modèle a complètement changé. Avant, la NASA était propriétaire et opérateur. Aujourd'hui, c'est souvent un client. Le risque et le développement sont portés par des entreprises privées, comme SpaceX ou Blue Origin. Et leur approche est différente. On parle d'itération rapide, de tests en conditions réelles, qui poussent le matériel à ses limites. Forcément, la façon de calculer et d'accepter le risque n'est plus du tout la même. Et dans ce nouveau contexte, il y a une date à avoir en tête. 2028. C'est une date clé car c'est là qu'un moratoire imposé par le Congrès américain doit prendre fin. Ce moratoire, on l'appelle la période d'apprentissage. L'idée, c'était de laisser cette nouvelle industrie innover, se développer, sans lui imposer tout de suite un cadre réglementaire très lourd sur la sécurité des passagers. Mais voilà, cette période d'expérimentation, elle arrive bientôt à son terme. Et c'est là que cette citation prend tout son sens. Elle nous rappelle qu'après une catastrophe comme Challenger, la perception du public change radicalement. Sa tolérance au risque diminue. À l'époque, on a exigé plus de la NASA. La question aujourd'hui est, qu'est-ce qui amènera le public à exiger le même niveau de sécurité de la part des entreprises privées ? Si on regarde l'histoire, c'est une constante. Un accident majeur mène quasi systématiquement à un durcissement des règles. C'est comme ça que toute la réglementation de l'aviation commerciale s'est construite, étape par étape, souvent dans la douleur. La question, c'est de savoir si le vol spatial commercial suivra la même voie. Et c'est la question sur laquelle on va se quitter. L'industrie innove à une vitesse folle, c'est indéniable. Mais alors que le rythme des vols s'accélère, est-ce que cette période d'apprentissage est sur le point de se terminer ? Est-ce qu'il est temps de passer à une réglementation plus formelle avant qu'une tragédie ne vienne nous rappeler brutalement ? La question est posée. Et la réponse définira l'avenir de la fabrication pour la prochaine génération spatiale.